Télévision nationale, la grande édition, ravi de vous retrouver, bonsoir. Le comité d'orientation du NEPAD se penche sur les infrastructures et l'agriculture en Afrique. La rencontre présidée par le chef de l'État Macky Sall s'est tenue aujourd'hui à Malabo, à 24 heures du sommet de l'Union africaine en Guinée équatoriale. Les échos dans ce journal. Notre reportage du jour s'intéresse aux prix dans les marchés. À quelques jours du démarrage du Ramadan, certaines denrées ont vu leur prix augmenter tandis que d'autres se font rares. Et puis nous ferons focus sur les locales qui se préparent. On parlera du mode de scrutin et de la violence qui s'invite dans la campagne. Des Sénégalais disent non, vous les entendrez. Bonsoir et bienvenue. Le président Macky Sall a présidé ce mercredi à Malabo la 31e session du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. La rencontre se tient à la veille de l'ouverture du sommet de l'Union africaine. Elle a porté sur l'agriculture et les infrastructures. L'Union africaine a salué l'engagement du président Sall à la tête du comité d'orientation du NEPAD. À l'issue de la rencontre, le président sénégalais a rencontré son homologue équato-guinéen. Envoyé spécial à Malabo, Omar Nyinga. Le centre de conférence de Sipopo. Ici se tiennent des rencontres de grande envergure en prélude au 23e sommet de l'Union africaine. Cette session du comité d'orientation du NEPAD en est une au regard des questions essentielles arrêtées à l'ordre du jour. Après le lancement de nos programmes prioritaires, consacrés à l'agriculture et aux infrastructures, les travaux du 31e sommet porteront essentiellement sur l'évaluation de la mise en œuvre du programme de développement des infrastructures, le PIDA, et l'impact du programme détaillé de l'agriculture africaine. Nous avons mis la priorité sur ces deux secteurs qui constituent des leviers importants pour stimuler le développement économique et social. En effet, depuis plus d'une décennie, le continent accuse en moyenne un taux de croissance annuel de 5%. Au-delà de cette croissance économique, nous avons surtout besoin d'une transformation structurelle capable d'éradiquer la pauvreté et de garantir aux générations futures les bases d'un développement durable. En vérité, le chemin est déjà balisé, car cette 31e session s'inscrit dans le sillage du sommet du 15 juin dernier à Dakar, sous l'impulsion du président Macky Sall, président du comité d'orientation du NEPAD. Le sommet sur le financement des infrastructures en Afrique, que j'ai organisé le 15 juin 2014 à Dakar, marque une étape importante dans la mise en œuvre du plan d'action prioritaire et de l'initiative présidentielle pour le développement des infrastructures coordonnée par le président Jacob Zuma, que je tiens encore une fois à féliciter pour son leadership. Le sommet a été un moment fort de mobilisation des leaders, des institutions financières internationales, du secteur privé, pour coordonner leurs actions en vue de la réalisation des 16 projets d'infrastructures sélectionnés en fonction de leur degré de maturité. Je tiens à remercier les présidents Yahi Boni, Goodluck Ebele Jonathan et Ibrahim Boubacar Keïta qui ont fait le déplacement à Dakar, ainsi que tous les pays qui ont envoyé des délégations de haut niveau. J'associe à ces remerciements Mme Zuma qui nous a honorés de sa présence, ainsi que tous les partenaires co-organisateurs de ce sommet. Je veux nommer l'agence du NEPAD, la Banque africaine de développement, la Communauté économique pour l'Afrique et la Banque mondiale. L'agenda de Dakar pour l'action. Au-delà d'un consensus de toutes les parties prenantes sur les priorités qui constituent les infrastructures, annonce des actions concrètes pour promouvoir le financement des projets
et programmes du PIDA. La transformation structurelle du continent est une préoccupation partagée. En prenant la parole, le président mauritanien, président de l'Union africaine, a rappelé l'importance de l'agriculture dans la quête de l'émergence. Mohamed Ould Abdelaziz a aussi salué l'engagement du président Macky Sall à la tête du comité d'orientation du NEPAD. Dans le même élan, le docteur Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. À la fin de la session, le chef de l'État a eu un entretien avec le président Théodore Obiang Nguema. Tête-à-tête empreint de chaleur entre le président du comité d'orientation du NEPAD et le président hôte du 23e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce jeudi. En marge du sommet, le président Macky Sall a reçu la sous-secrétaire américaine chargée des affaires africaines. Une séance de travail pendant laquelle Mme Linda Thomas-Greenfield et le chef de l'État ont discuté du prochain sommet Afrique-États-Unis prévu au mois d'août prochain. À sa sortie d'audience, elle s'est confiée à Omar Nying. I had an excellent meeting with my team here from the White House and from our office, from the AE. Nous avons eu une réunion fructueuse et très productive. Moi, avec mon équipe, nous avons parlé des sujets bilatéraux qui intéressent nos deux pays. Nous avons aussi parlé du sommet entre les États-Unis et l'Afrique qui va se tenir en août de cette année. Nous allons continuer de bâtir la bonne relation qui existe entre nos deux pays. Bien sûr, le président Obama a rendu visite au Sénégal l'année passée et votre président aussi est allé aux États-Unis pour des visites qui étaient très fructueuses et nous allons continuer de bâtir nos relations bilatérales qui sont déjà très très fortes à l'avenir. 29 milliards de francs CFA, c'est la somme que la BOAD s'engage à débloquer pour financer les projets dans l'espace UEMOA. Le Sénégal fait partie des bénéficiaires dans le cadre du prolongement de l'autoroute à péage. Le Togo, la Côte d'Ivoire et le Mali sont également concernés. Ibrahima Pabidjedjou. Cette 93e session ordinaire du conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement BOAD avait pour but d'étudier et de valider des propositions de financement privés et publics. Au total, 5 propositions de financement ont été approuvées, soit un montant global de 29 milliards de francs CFA. Au Sénégal, ces financements concernent le prolongement de l'autoroute à péage jusqu'à l'aéroport Blaise Diagne, un financement de 5 milliards qui vient se rajouter au premier décaissement pour le tronçon Dakar-Diamniadio, déjà réalisé, soit un coût global de 18 milliards de francs CFA environ. La BOAD a également accepté de faire un prêt à court terme en faveur du Sénégal pour la réalisation du programme d'urgence d'électrification rurale pour un coût global de 5 milliards de francs CFA. Les pays de la sous-région ne sont pas en reste. Le Togo a aussi bénéficié d'un prêt de 6 milliards de francs CFA pour son projet d'implantation d'un centre d'enfouissement technique des déchets solides de la ville de Lomé. La Côte d'Ivoire aussi va voir bientôt la réalisation de son projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Tafiré et de ses environs. Plus de 2 milliards lui ont été alloués. En ce qui concerne la République du Mali, 2,3 milliards lui ont été accordés pour son unité de fabrication d'emballage en carton. Outre ces projets financés, le Conseil a aussi approuvé la mise en place d'une ligne de crédit pour la société islamique afin de promouvoir le secteur privé. Une enveloppe de 19,68 milliards de francs CFA est prévue dans ce sens pour renforcer les capacités d'intervention de la BOAD. L'État du Sénégal lance un appel public à l'épargne. Objectif, mobiliser un financement d'un montant de 100 milliards de francs CFA. Cet emprunt va servir à financer des projets d'investissement public. C'est ce que nous dit Amsatou Sey. Le building administratif, l'immeuble Pétavin et la direction du Trésor sont estimés à plus de 100 milliards de francs CFA. Ces 3 édifices vont servir d'actifs pour le soukouk de l'État du Sénégal. Comprenez l'emprunt que l'État veut contracter pour la période 2014-2018. La différence avec la finance classique, c'est qu'il y a des actifs qui servent de garantie, qui servent de base, parce que la finance islamique prohibe l'intérêt, prohibe la spéculation, prohibe l'aléa. Il n'y a pas d'aléa en matière de finance islamique. Et donc, vous êtes obligé d'avoir un actif sous-jacent. C'est pour cela que nous avons utilisé des actifs de l'État du Sénégal, qui vous ont été présentés tout à l'heure, qui ont été évalués et qui permettent de garantir l'opération.
garantir l'opération tout en sauvegardant naturellement ce patrimoine de l'État, parce qu'il n'a pas été question d'accepter que ce patrimoine puisse être disponible pour quelconque souscripteur demain. Cet appel public à l'épargne concerne tous les investisseurs institutionnels, régionaux et internationaux, mais aussi toute personne habitant la zone UEMOA. C'est une opportunité de placement unique, portant sur un montant de 100 milliards avec une marge de profit escomptée de 6,25% net par an, payable semestriellement pour une durée de 4 ans sans différé de remboursement du capital. Pour cette transaction, l'État du Sénégal s'accorde avec les principes de la finance islamique, mais aussi avec ceux de l'UEMOA. Non seulement c'est la première fois que l'État émet des sukuk, mais c'est la Banque centrale également, à travers le comité de politique monétaire, a admis ces titres au guichet de refinancement. Ce qui veut dire que le produit répond aussi bien aux exigences de la finance islamique qu'aux exigences réglementaires de l'Union monétaire ouest-africaine. Le montant total de l'opération est de 100 milliards de francs CFA. Les nombres de parts sont évalués à 10 millions et le placement débute à partir de 10 000 francs CFA. Le Ramadan approche, c'est dans quelques jours et déjà les prix de certains produits connaissent une légère hausse. On peut citer l'oignon, la pomme de terre et la viande. Pour ce qui est du poisson et des légumes, il commence à se faire rare. On fait le marché avec Memounassi. Tylène grouille de monde comme d'habitude, surtout à l'approche du Ramadan. Bonne période pour faire le marché car généralement, les prix des denrées de première nécessité semblent grimper durant le mois béni. Pour la viande de bœuf, nous la vendons à 2500 francs, voire 2600 francs. C'est dur, très dur. Tout est cher. Espérons seulement que les prix vont diminuer d'ici quelques jours. La viande coûte cher, le poisson aussi, même s'il est plus abordable. Mais le problème, c'est qu'on ne voit même pas de poisson pour en acheter. Le constat est pareil au marché du champ de course de Dakar. Les étals sont à moitié remplis dans ce nouveau marché, aménagé en fin mars dernier pour reloger les commerçants de Sandaga. Des fois, nous achetons la moitié du poisson à 7500 francs, 10 000 francs ou 8 000 francs. Si c'est en entier, le prix peut aller jusqu'à 20 000 francs, voire 30 000. Le kilogramme de la carotte est à 500 francs, de même que pour le chou et l'aubergine. Le kilogramme de navet, quant à lui, coûte 400 francs. Pour ce qui est de l'oignon et de la pomme de terre, une légère hausse de 50 francs est notée sur le prix du kilogramme. Il est passé de 350 à 400 francs CFA. Les prix de l'huile et du riz restent cependant inchangés. De quoi rassurer les amateurs de tchéboudienne, notre plat national très prisé pendant le Ramadan. Et nous ouvrons une fenêtre dédiée aux élections locales prévues dimanche prochain. Ce soir, nous nous intéressons d'abord au mode de scrutin, sur la manière d'élire un maire et sur l'acte 3 de la décentralisation et ses conséquences sur les locales. Autant de questions que Ndedia a abordées avec des Sénégalais qu'elle a rencontrés dans les rues de Dakar, la capitale sénégalaise. Vous avez une idée du mode de scrutin? Bon, non, j'ai pas. Bon, avec l'acte 3 de la décentralisation, je sais que je ne le maîtrise pas. Je ne maîtrise pas. Parce qu'ils n'ont pas bien expliqué. Saviez-vous qu'on votait 2 fois? 2 fois? Non, non, je ne sais pas. 2 fois pour les élections locales ou bien... Non, je n'étais pas au courant de ça. Okay. Merci. Vous votez dans quelle commune? Je vote à Rufisque. Bon, je pense qu'on vote pour les maires. Juste les maires? Non, et les présidents? On élit qui exactement? On élit les maires. Seulement les maires? Maires de ville et les communautés. Donc on vote 2 fois? Oui, on vote 2 fois. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est une liste majoritaire, une liste proportionnelle? En réalité, bon, pour ce qui est donc de ces termes, je ne les maîtrise pas en réalité. Je ne veux pas s'investir dans leur explication alors que je ne les maîtrise pas. Je vote pour les conseils ruraux. Ok. Et vous votez où? À Ngoundiane. À Ngoundiane. Oui. Ok. Est-ce que vous saviez qu'on votait 2 fois dans ces élections? Non, je n'étais pas au courant. Vous votez où? À Saint-Louis. Est-ce que vous savez ce que c'est que la liste proportionnelle et la liste majoritaire? Non, je ne sais pas. Vous n'en avez jamais entendu parler? Si. La
Ça, si on l'a ramené. Et on vote 2 fois, pourquoi? Voilà, bon, c'est parce qu'il y a l'acte 3 de la décentralisation et il y a la communalisation de certaines localités. Maintenant, il y a des communes, donc ce n'est plus, les régions n'existent plus, je pense. Donc ce sera maintenant le département. Donc on vote déjà pour la commune, après on vote département. Mais ça ne concerne pas, je crois, Dakar, Pikine et Guédiawaye. Élire le maire de Dakar. Les 19 communes d'arrondissement qui engendrent le Dakar. C'est à part de ces 19 communes d'arrondissement qui vont, après les élections, les candidats qui vont être élus, qui seront victorieux, ils vont se regrouper, ils vont se réunir pour élire maintenant à la tête de la ville de Dakar maintenant. Un fait nouveau dans ces locales en perspective. Le département devient une entité territoriale et la région disparaît. Il y aura donc 2 scrutins. Les citoyens désignent leurs conseillers départementaux ainsi que leurs conseillers municipaux. Qu'en est-il exactement? Explication dans ce sujet réalisé par Ndeye Dedia. Les électeurs vont voter 2 fois dans ces élections locales, résultat de l'acte 3 de la décentralisation. La réforme élimine les régions et consacre les départements. Les citoyens vont donc voter sur la liste départementale, ensuite sur la communale. Nous allons avoir 2 scrutins le même jour. Un scrutin pour désigner les conseillers départementaux et un scrutin pour désigner les conseillers municipaux. Et ce qui est vraiment nouveau, c'est l'élection pour les conseillers départementaux. Dakar, Pikine et Guédiawaye sont les exceptions de cette règle. Cela s'explique. Lorsque la ville épouse les contours du département, il n'y a pas de conseil départemental, mais c'est le conseil de ville qui fait office de conseil départemental. Sous ce rapport-là, vous verrez que les populations de Dakar, Pikine et Guédiawaye n'auront que des élections municipales, élections durant lesquelles ils vont voter pour leurs conseillers municipaux et par le même temps pour leurs conseillers municipaux de ville. Selon le nouveau code électoral, les conseillers départementaux sont élus à 45% sur la liste majoritaire et à 55% sur la proportionnelle. Si nous avons un département avec 100 conseillers départementaux, ça veut dire que si une liste arrive en tête, même avec une voix d'avance sur ses suivants, eh bien cette liste remporte les 45 sièges. Les 55 autres sièges, donc c'est 50%, les 55 autres sièges sont pourvus au scrutin proportionnel. L'exemple de Gossas, il y a 4 listes qui se sont présentées au niveau de Gossas. Ces 4 listes-là auront à présenter 18 candidats titulaires et 18 candidats suppléants sur la liste majoritaire et 22 candidats sur la liste proportionnelle. Ces 22 conseillers sont répartis de telle sorte sur la base de score de chaque liste. Mais après avoir calculé ce qu'on appelle un quotient départemental, qu'est-ce que ça signifie? On essaie de voir les suffrages valablement exprimés. Il faudra diviser le nombre retenu par 22 pour Gossas, c'est-à-dire le nombre de conseillers à élire au scrutin proportionnel. Et le résultat que vous allez trouver, c'est ce qu'on appelle le quotient départemental. Autant de fois que vous allez retrouver ce quotient départemental dans le score de chacune des 4 listes, autant de fois cette liste-là obtient des sièges. Cet exemple de Gossas dans la région de Fatick est valable pour les autres départements à qui on affecte un nombre de conseillers selon leur poids démographique. Pour ce qui est du scrutin communal par contre, le quota reste inchangé. Le quota est resté le même que dans le précédent code électoral. La répartition des sièges se faisait à raison de 50% pour le scrutin proportionnel et 50% pour le scrutin majoritaire. Autre fait marquant, les citoyens, en élisant leurs conseillers municipaux, élisent en même temps ceux qui vont les représenter à la ville. Ce sont généralement les premiers de la liste conformément au quota accordé à chaque commune. Ces conseillers vont enfin élire le maire de la ville, l'autorité supérieure de la municipalité.
La campagne électorale a été émaillée par des actes de violence, une situation que les autorités administratives tentent de maîtriser, mais la non-déclaration des manifestations politiques ne leur facilite pas la tâche. À ce propos, nous écoutons Aline Badara Diop, il est le préfet de Dakar. Les violences notées ces derniers jours dans le cadre des élections locales n'aggrèguent guère les autorités administratives. Elles réitèrent leur engagement à assurer la sécurité par l'encadrement des meetings et des caravanes. Toutefois, pour y parvenir, faudrait-il que ces activités soient au préalable déclarées 24 heures à l'avance par les leaders de partis. Or, aujourd'hui, le constat est que la plupart des candidats ne respectent pas cette règle. Nous avons constaté, depuis le début de la campagne électorale, que les coalitions ou partis politiques en compétition au niveau du département de Dakar, qui sont au nombre de 202, à ce jour, à peine une dizaine ont pris le soin de déposer le programme d'activité dans le cadre de la campagne électorale, ce qui est une violation des dispositions de l'article R59 du Code électoral. L'occupation anarchique des routes par des candidats qui improvisent des déclarations, les actes de vandalisme orchestrés par des nervis sont entre autres des faits que déplorent les autorités réunies en ce jour à la préfecture pour la circonstance. Elles appellent à plus de responsabilités. C'est des cas qui sont avérés. Hier, nous avons tenu avec M. le sous-préfet donc une réunion avec les plénipotentiaires des partis pour attirer leur attention. Il faut que les partis et les coalitions également arrêtent de recruter des nervis à tout bras qui viennent s'affronter sur l'espace public, gênant ceux qui ne sont pas intéressés par le débat politique. C'est ça également une situation malheureuse que nous rencontrons. Aujourd'hui, les autorités se disent déterminées à bien mener leur mission. Elles appellent les différents acteurs à plus d'introspection, car, soutiennent-elles, force restera à la loi pour donner au Sénégal l'image qu'il mérite. Les autorités administratives donc, qui s'impliquent pour un climat apaisé au Sénégal. Cet élément d'Ibrahim Pabidjedjou met fin à cette édition. Tout à l'heure, vous retrouverez notre rédaction sportive. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.